Chers téléspectateurs, bienvenue dans la grande question. La nature humaine se vit comme le déroulement ou l'application au cours de l'histoire d'un ensemble de caractéristiques et de prédispositions innées en l'homme. Écrit le professeur Mouchili dans un livre sous sa direction que je vous présente, sous sa direction avec Lucien-Alain Manga Nomo, intitulé « La nature humaine », sous-titré « Des débats métaphysiques aux technosciences du vivant et des postulats de la modernité politique et étatique ». Bonjour, professeur Mouchili. Bonjour, merci pour cette invitation. Je vous en prie. Bonjour, docteur Ndji. Merci, bonjour. Comme vous avez dû le comprendre, chers téléspectateurs, nous allons discuter aujourd'hui de la nature humaine. Professeur Mouchili, je commence par vous. La nature humaine est-elle une question antérieure ou postérieure? Comment est-ce qu'on peut percevoir pour situer notre débat? Ce que l'on doit dire, c'est qu'il n'y a pas de nature humaine sans humanité. Mais aussi faut-il savoir qu'il s'agit de la question la plus complexe lorsqu'on veut parler de l'identité de l'humain. Parce que plusieurs courants philosophiques s'entrechoquent au cours de ce débat sur l'évaluation ou bien la prise en charge ou bien la connaissance qu'il faut avoir de l'homme, et si on veut renvoyer l'homme à une nature, laquelle serait la plus exacte, la plus proche de la description ou bien de l'idée qu'on veut avoir de cet être vivant. D'abord, il faudrait savoir que l'homme, même si on dirait qu'il a une nature, n'est pas naturellement déterminé comme l'animal. On peut avoir une connaissance de l'homme à partir de ses prédispositions biologiques et de ses prédispositions comportementales innées, mais qui relèvent de l'instinct. Pour tout dire, la nature humaine ce sont des caractéristiques de l'homme qui se façonnent historiquement. Parce que on va finalement constater que la nature humaine relève de la culture. Ça signifie que l'homme se propose de vivre comme un être d'anti-nature. S'il faut réfléchir sur l'homme en utilisant les concepts de Luc Ferry. Comme être d'anti-nature, il est en décalage par rapport à l'être qu'il est. Parce que il se veut un projet. Parce qu'il est ce qu'il se fait, comme dirait Sartre. Il se veut une tension permanente entre ce qu'il est et ce qu'il veut devenir. Et là, c'est avec Luc Ferry. Avec Nietzsche, c'est une volonté de puissance. Et dans ce cas, on sort de ceux qui ont pensé qu'il y aurait soit un matérialisme naturel qui ferait croire à l'homme que la liberté qu'il vit n'est qu'une illusion, ou alors le matérialisme sociologique qui ferait croire à l'homme qu'il est déterminé par son expérience personnelle, la société dans laquelle il est immiscé, et puis la nature, l'environnement, qui aussi participe de sa construction historique ou matérielle. Dans tous les cas, il est question de savoir qu'il n'y a pas une identité absolue, encadrée, déterminée, qui ferait la nature humaine. L'homme se déploie au cours d'une histoire, et l'histoire, qui est un processus de dévoilement de soi, comme dirait Martin Heidegger, cette histoire va se faire en nous dévoilant une réalité humaine qui est absolument changeante. Par conséquent, il est difficile d'enfermer l'homme dans un carcan définitionnel. Docteur dit, deviens ce que tu es, Nietzsche, malgré la volonté de puissance. Est-ce qu'on ne voit pas le deviens ce que tu es? Est-ce que le être n'émet pas l'idée de nature? De quoi il s'agit? Oui, vu de cet angle-là, on pourrait dire que cela suppose qu'il y a une identité prédéfinie, oui, et figée. Mais il ne faudrait pas voir ces propos de Nietzsche sur ce seul angle. Parce que comme le disait le professeur, il est question de comprendre que Nietzsche veut parler d'un dynamisme de puissance. Ça veut dire qu'il ne faudrait pas admettre qu'on a déjà une identité prédéfinie qu'il faudrait absolument retrouver et s'arrêter là.
Mais puisque l'homme aura toujours soif de puissance, de se réaliser et de contrôler le monde, il va forcément s'auto-déployer. Il va s'auto-déployer. Ça veut dire qu'il va définir les axes par lesquels il peut s'affirmer et réussir à contrôler cet univers et contrôler autrui. Mais avant d'arriver là, je dirais plutôt que la question de la nature humaine est un débat qui peut accompagner l'histoire même de l'homme en question. Parce que si vous allez dans les religions, on va vous dire qu'il y a une nature humaine établie et définie par Dieu, qu'il a créée certainement pour son service ou bien c'est pour les religieux, pour administrer la terre. Donc, on estime que l'homme est un être créé et s'il a été créé, Dieu l'a créé avec un projet. Et il est là pour suivre le projet divin. Dans ce cadre, donc, la nature est prédéfinie, extérieure à lui. Il subit la décision de la divinité. De la divinité. Et à ce moment, il doit donc obéir l'ordre divin pour pouvoir exister et pouvoir être dans le monde. Mais ce n'est pas la seule perception. Nous allons voir qu'à partir même de l'Antiquité gréco-romaine, on va commencer à avoir quelques approches différentes. Parce qu'avec l'influence des morphistes, des penseurs tels que Pythagore, on va commencer à avoir une autre orientation. On aura l'homme, certes, mais qui n'est plus une création totalement divine, mais qu'on va essayer de comprendre dans son être même, en tant que d'abord corps, c'est-à-dire côté sensible, et en tant que esprit, ou bien en tant que raison, ou bien en tant que l'âme. On va présenter ce dualisme-là, va naître surtout qui va s'affirmer avec les Socrates et Platon, un dualisme où on pense qu'il y a le corps, il y a l'esprit. Donc, on pense que le corps accompagne tout simplement l'esprit. Par exemple, chez Platon, le corps devient donc tout simplement éphémère et subsidiaire, alors que l'esprit devient la véritable identité de l'homme, par lequel il peut se réaliser. Mais nous serons rattrapés très tôt, parce que Aristote va se dire, mais non, l'homme a une identité immuable, figée, déterminée et arrêtée. Et cette identité est même déjà congénitale, parce que Aristote faisait confiance au biologisme et à la matière. Alors, mais juste après Aristote, on aura une autre interprétation de cette identité figée que des penseurs tels que Thomas d'Aquin vont arrimer à l'idée de Dieu. C'est Dieu qui a déterminé cette nature ainsi. Bon, donc déjà, nous aurons une première partie où on estime que l'homme a une identité figée, déterminée et qui lui est dotée par un être transcendant. Et à ce moment, il doit obéir et il est soumis à la nature. C'est le déterminisme, il est un être déterminé. Et après, nous allons certainement subir une autre approche, surtout avec les lumières, l'arrivée des lumières, où on va accorder beaucoup plus de valeur à la raison. Avec les penseurs tels que Emmanuel Kant, on va commencer à accorder plus d'importance à la raison. Et cette raison ne peut pas être limitée, ne peut pas être totalement figée, comme on le pensait auparavant. On aura donc déjà les penseurs comme Jean-Paul Sartre, qui va se dire, mais non, l'homme n'a pas une définition a priori. C'est lui qui se déploie et c'est lui qui se dote d'une définition, d'une nature dans son déploiement. Ça veut dire que s'il y a une nature, c'est sa liberté. C'est ça. Est-ce qu'on peut dire qu'elle est provisoire? Pas provisoire. Dans une dialectique permanente entre culture et nature. Oui, si nous parlons de dialectique entre nature et culture, nous dirons que l'acteur principal de cette dialectique, c'est l'homme. C'est lui qui oriente, donc suivant ses vœux. Il devient donc maître. Il devient indépendant, il devient autonome. Et à ce moment, nous voyons donc la deuxième phase qui met l'homme au centre de tout, où il n'est déterminé par rien du tout.
il est son propre déterminant. Il est le maître absolu de ce qu'il voudrait faire de lui-même et de l'univers. Il n'a plus un être transcendant. Vous voyez un peu, comme Jean-Paul Sartre aimait bien le dire. Donc, tout se résume donc à l'homme. Mais qu'est-ce que cet homme-là? On va voir des gens qui vont penser comme qu'il y a une singularité humaine. C'est le cas de ma chérie. On va dire qu'il y a une singularité humaine. Et cette singularité humaine, donc, on va commencer à la chercher. On verra des biologistes qui vont dire que c'est dans plutôt son corps qu'il faut chercher, dans le cerveau, pour les neuropsychologues. C'est plutôt dans le cerveau, que c'est le cerveau qui constitue tout notre être, notre environnement, notre manière de nous comporter. Et d'autres vont commencer à dire, mais non, en fait, il est pris dans un monde, dans un globe, et c'est dans ce globe qu'il est déterminé, il est porté par la matrice universelle. Donc, dans tous les cas, il y aura un éclatement, j'ai envie de dire, une certaine fluorescence d'approche qui fait que, comme le professeur disait, on ne peut pas dire que voilà la nature humaine. Sauf si on dit que la nature humaine, c'est que l'homme se définisse lui-même en permanence dans le temps. Professeur Bouchili, le docteur Dia a commencé à répondre un peu à la question que je vais vous poser. Est-ce qu'on peut retrouver quelque chose de permanent en l'humain? L'instinct, oui. L'instinct. L'instinct est la faculté première et déterminante de l'humain. Bon, c'est l'instinct de survie, je veux dire. Et cet instinct est ce qui fait de nous un animal. Parce que cet instinct se vit chez l'animal. Mais une différence de degré entre l'homme et l'animal. La capacité de passer de l'instinct à une vie déterminée par une autre instance qu'on appelle l'intelligence et qui ne peut pas se produire chez l'animal du fait de la différenciation qui se produit dans la constitution du cerveau, qu'on soit chez l'homme ou chez l'animal. Nous avons vu que le cerveau humain, le système nerveux humain a d'autres capacités, peut développer d'autres capacités que celui de l'animal ne pourrait pas développer. Du coup, au niveau même de la formation biologique, avec un plus grand nombre, un nombre de neurones supérieur au nombre de neurones qu'on a dans un cerveau animal, quel qu'il soit. Bon, maintenant, est-ce que donc, si cet instinct de survie qui se manifeste chez tout le monde peut être la nature humaine, l'homme ne serait pas différent de l'animal. Mais puisque l'homme veut plutôt être un être culturel, un être de civilisation, un être qui prend appui sur ses capacités, ses potentialités, pour se faire comme celui-là qui construit l'histoire. Quand vous lisez la philosophie d'un Martin Heidegger, pourquoi remet-il en question toute l'histoire de la philosophie quand on parle de l'être? C'est parce que Martin Heidegger se rend compte que le discours platonicien sur la nature d'être de chaque chose, qui nous renvoie à une théorie des idées, parce qu'on veut avoir des connaissances immuables, éternelles, des choses. Ce discours ne convient pas à Martin Heidegger, qui pense que le seul être capable de connaître les choses, c'est l'être humain qui est un être temporel, un être historique, un être fini, donc déterminé par la finitude. Et qu'il a un laps de temps à vivre, qui peut-être est très court, et qui, pendant le laps de temps qu'il a à vivre, fabrique l'idée, bien fabrique en construisant son histoire, l'idée qu'on doit finalement avoir de lui. Un peu comme si l'homme vivait pour devenir homme et qu'il meurt sans avoir fini par devenir homme parce que son projet existentiel ne s'arrête pas. Sa façon de se voir dans le futur comme un être qui change constamment, c'est la principale caractéristique de celui-ci. Donc il faut voir l'homme dans ses manifestations civilisationnelles et non dans l'entité que nous voyons, mais qui réfléchit. Il n'y a pas un système, il n'y a pas un neurone ou alors une cellule nerveuse qui est responsable, qu'on pourrait désigner comme responsable de la fonction d'aimer. Ou bien,
il y a un ensemble d'interconnexions directes ou indirectes entre les cellules nerveuses qui donnent lieu à des mécanismes dont la propension est de pousser l'homme vers une liberté qui se fait dans la civilisation, qui se fait dans la négation permanente du naturel, du déjà là, de l'inné. Comment veut-on assigner à un être dont l'existence consiste en une autonégation permanente une nature? Voyez-vous, c'est un peu difficile de consacrer une nature humaine. Il y a eu ce débat même à l'Église. Pourquoi l'esclavage a-t-il commencé? C'est parce que au temps du pape Nicolas V, précisément le 8 janvier 1454, quand il signe la bulle qui autorise l'esclavage, on ne reconnaît pas la présence d'une âme dans le corps des Noirs. Oui, oui. Et pour ça, les hommes de couleur peuvent être esclavagisés parce que ça ne pose pas de problème de conscience. Eux-mêmes n'ayant pas de conscience pour s'interroger sur leur devenir. Vous voyez donc, ce débat, même en dehors de la philosophie, est déjà mené. Même dans nos différentes langues, nous n'avons pas une seule façon de parler de l'homme. Le concept d'homme ne va jamais seul. On est homme en fonction de ce qu'on se fait dans la société. Quand on dit voilà un homme, c'est par rapport à ses réalisations. Comme d'une culture à l'autre dans nos pays africains, vous verrez que le concept homme ne va jamais seul. Il y a toujours un élément d'exception qui fait que on veut trouver en chacun un être inclassable. Quand on ne classe pas, ça signifie qu'il n'y a pas... De toutes les façons, on ne verra jamais... Jusqu'ici, on n'a pas encore rencontré un oiseau homosexuel. Jusqu'ici, on n'a pas encore rencontré... Peut-être qu'on ne sait pas. Oui, peut-être qu'on ne sait pas, mais je vous assure, vous n'allez jamais voir une chatte solliciter un rapport sexuel si elle n'est pas en chaleur. C'est difficile. Et... Prof, nous n'allons pas rentrer dans un débat de discrimination. Peut-être que c'est la liberté que l'homme a qui lui suggère... D'être zoophile, par exemple. Oui. Voilà. C'est pour ça que maintenant, il reste qu'il mette la limite dans ses choix. Parce que justement, il est libre. Voilà. De les mettre ou de les faire sauter. La liberté consiste à être capable de nier même cette liberté. En se suicidant, par exemple. En effet. Oui. C'est pour dire que les actes humains ne sont pas des actes qu'on peut classer parmi les actes d'anti-nature ou des actes naturels. Les actes culturels, parce que nous avons des éléments de la culture qui deviennent plus importants que les besoins naturels. Voyez-vous? Et aujourd'hui, dans notre contexte actuel, l'homme, c'est roseau pensant. C'est un roseau de relations. L'homme n'est homme que par rapport à la relation qu'il a avec le monde. Il n'y a pas d'homme en dehors de la société. Et dans la société, son humanité s'affirme par rapport à la relation qu'on a avec le reste du monde. Et en fonction du type de relation, on peut être soit prisonnier, soit acteur actif de la société. Ça veut dire que pendant qu'on recherche ce que serait la nature de l'homme, la seule instance qui peut demeurer est le côté biologique, où on sait qu'il y a une science qui pourrait déterminer comment fonctionne l'appareil respiratoire, l'appareil circulatoire dans tous les êtres humains. À ce niveau, on peut avoir une identité biologique de l'homme. De l'être humain. Oui, mais cette fonction n'est pas ce qui fait de nous des hommes. Ce qui fait de nous des hommes, c'est la culture, c'est la civilisation, c'est l'invention d'un ordre juridique qui encadre le vivre ensemble.
Nous ne vivons pas dans la jungle. Ce qui n'est pas naturel, c'est artificiel. Nous parlons des langues et nous avons imposé à notre instance biologique la capacité. On lui a imposé des fonctions qui ne sont pas les siennes à l'origine. Nous ne sommes pas à l'origine déterminés à articuler le langage. Mais notre intelligence peut faire que, en dehors de goûter seulement, la langue que nous avons, qui est un organe de sens, se mette à articuler le langage. Oui, oui. Et c'est dans ces artifices civilisationnels ou techniques qu'on découvre la nature humaine. Il n'y a pas d'humanité en dehors du culturel. C'est ça que je voudrais préciser. Vous avez fini par la question que je voulais poser au docteur Ndji, mais je vais quand même. Donc, est-ce que dans la différenciation, par exemple, des sexes, est-ce qu'il y a une nature féminine? Est-ce qu'il y a une nature masculine? Parce que nous avons, là où nous allons, on a tendance à nier même cette nature-là. S'il est vrai que s'il faut rechercher la nature humaine, il faut aller la trouver dans la dimension biologique de l'être humain. Donc, il y a peut-être déjà une permanence dans cette dimension biologique-là dont on se servirait pour, peut-être, si on veut, nier la liberté ou bien nier la nature. Oui, je dois d'abord relever que il faudrait établir une différence entre la sexualité, c'est-à-dire la différenciation des sexes, et la nature humaine, qui est une réalité générale. Parce que si on parle de nature humaine, bon, qui est même questionnable, bon, mais disons, si on parle de nature humaine, c'est là qu'on s'étend sur tous les humains, que ce soit les hommes, les femmes, les vieillards et les nouveau-nés. Il est question ici de tout le monde. Mais maintenant, en ce qui concerne la différence peut-être de sexe, je dirais que déjà en apparence, vous voyez bien que les sexes sont différents. Vous voyez qu'il y a un sexe que vous-même, vous allez qualifier de masculin. Quand un enfant naît là, on me dit de quel sexe? Oui. Et on va dire quoi? Masculin ou féminin? Féminin. Oui. Maintenant, on s'attend que plus tard, je comprends le sous-entendu de votre question, qu'ils lui-même me disent non, je ne me sens pas homme. Oui. Je ne me sens pas... Au nom de la liberté. Oui. Je ne me sens pas femme, je ne me sens pas homme. Mais vous voyez qu'il y a ici la question du jeu qui intervient. Parce que ça veut dire qu'il y a déjà une identité consciente qui le pousse à effectuer des choix. Les choix ne correspondent pas toujours à l'identité prédéfinie, c'est-à-dire le sexe qui est donné de nature. Alors, il peut se construire un univers qui est sien. L'univers dans lequel il vit lui fait croire qu'il est femme alors qu'en apparence, il est homme. L'univers dans lequel elle vit lui fait croire que c'est une femme alors que c'est le contraire. Donc, ceux qui voient verront, ceux qui l'observent verront une femme, alors qu'au fond de soi, on a développé d'autres perceptions ou bien d'autres choix, d'autres orientations sexuelles, d'autres orientations sexuelles qui ne correspondent pas à l'apparence. Oui. Restons un peu là-dessus. C'est-à-dire qu'à ce moment, il a même nié ce que nous appelons sa dimension naturelle et biologique. Oui, vous avez eu peur de dire la nier sa nature, mais vous avez eu raison. vous avez eu raison. Toutefois, vous avez eu raison. C'est ce que je disais tantôt que cette nature est apparente, d'accord? Et il se construit. Parce qu'il faut comprendre l'homme comme un être qui est en projection dans le temps. C'est un être qui est en projection dans le temps et il s'est défini donc comme un être historique. Et en ce moment, bon, le professeur Pius Ondoa aime bien le dire, l'homme est un être, est une transcendance en émergence. Donc, ça veut dire qu'il n'a pas un statut fixe ou figé. Alors, il peut donc avoir dans cette émergence des étapes que les uns peuvent trouver comme leur identité qu'ils peuvent vous attribuer. Souvenez-vous, parfois quand vous êtes face à des aînés, ils vous trouveront toujours enfant. Oui.
Ils vont lui dire, oh, mais c'est un enfant, c'est un enfant. Bon, vous voyez que dans leur perception, ils vous perçoivent toujours comme un enfant. Et quand vous êtes face à vos collègues, c'est le contraire. On dit, c'est monsieur. Oui. Ouais, un peu. Donc, vous voyez que la perception varie donc en fonction des temps dans cette évolution, dans cette évolution historique. Toutefois, je dirais que pour les besoins de science, on ne va pas se limiter à parler de l'homme de manière vulgaire ou bien sa perception métaphysique, tout cela. Il faudrait rentrer maintenant dans son être même, c'est-à-dire qu'est-ce que nous qualifions d'homme. Nous ne pouvons pas voir un chat passer et l'appeler homme. Ça veut dire qu'il y a déjà des caractéristiques physiques qui nous poussent à dire que voici un homme. Et ça, ce n'est pas un humain. Donc, mais ça, c'est selon les conventions et les choix que nous avons fait au départ. Oui, j'en viens. Je dis, il y a déjà cela. Et lorsqu'on traverse cette étape-là, on va commencer à chercher son identité mentale, son identité subjective. Et à ce niveau-là, beaucoup de mécanismes interviennent pour parler de cet homme. On n'est plus uniquement dans le caractère biologique, mais encore plus que même ce caractère biologique est perfectible. Parce que nous savons que le Dantec disait que l'homme s'évalue à la mesure de ses connaissances, de ce qu'il sait. Oui. Donc, là maintenant, il faudrait intégrer dans la conception de l'homme ou bien dans la définition de sa nature, tous les artifices, tout ce qu'il a pu construire, aussi bien la philosophie, la religiosité, la science, la technique, qui contribuent à l'émergence totale de cet être, ou bien optimale de cet être. Est-ce que cette émergence est donc absolue? Nous allons tout simplement dire qu'il est en cours. Cette émergence est en cours. Et que tout au long de son existence, on essaie tout simplement de réaliser ce projet qui est indéterminé. Alors, pour conclure et être précis, vous voyez donc qu'il y a des étapes. Celles que vous-même vous définissez, celles que les autres définissent, celles que la société définit, celles que la science peut définir, ainsi de suite. Donc, il faudrait tenir compte de toutes ces approches pour essayer de donner une image quelconque de l'homme. Professeur Mouchili, le problème se situerait peut-être entre la subjectivité subjective, c'est pour marquer fortement ce que je veux dire, et l'existence d'une communauté et du groupe. Non. Quand vous lisez même Guillaume d'Occam, qu'est-ce qu'il dit? Il y a deux dimensions dans la société, ou bien deux façons de percevoir la société, ou alors deux devoirs déterminant la société. Le premier devoir, c'est la société doit tout faire pour que l'individu réussisse son insertion à l'intérieur de cette société. Et l'individu doit avoir la responsabilité de savoir qu'il a été aidé à s'insérer dans la société et il doit participer au même devoir pour les autres. Voyez-vous? Bon, mais c'est pour dire quoi? Que l'homme s'établit comme un être déterminé par les devoirs. Et les conditions d'effectuation de ces devoirs prouvent son hominité. Voyez-vous, son hominité, je dis bien. Ça signifie que l'humain en l'homme et l'homme lui-même sont deux aspects des choses qui se construisent. Tout à l'heure, vous avez interpellé le docteur Ndi sur la notion de sexe. Et il faudrait aussi savoir que par rapport au sexe, ce sont des débats qui ont eu lieu avant même qu'il y ait autant de découvertes biologiques. Parce qu'aujourd'hui, parmi même les mâles, il existe des super mâles. Parmi les femelles, il existe des super femelles au sein de l'humanité. Rien n'interdit qu'une femme, qu'une personne de sexe féminin ait à la 23e paire de chromosomes un triplet XXX. Et rien n'interdit à l'homme d'être XYY, ce qu'on appelle le super mâle. Du coup, même là, il y a une étude là-dessus, j'oublie le nom, peut-être qu'on pourra retrouver, qui dit que beaucoup de choses que l'humanité consomme aujourd'hui
féminise parfois la masculinité. Oui, oui. Voilà. Donc, ça veut dire que même la dimension qu'on pensait tout à l'heure être biologique, Oui, oui. naturelle, Oui, oui. reste modifiable. C'est modifiable. Déjà, nous avons des NBIC, les sciences techno-biomédicales nouvellement orientées autrement, où on cherche même déjà à obtenir des enfants sur mesure, pour donner les caractéristiques de l'enfant que vous voulez avoir. Ça veut dire que il n'y a pas une intégrité humaine biologique intangible, c'est-à-dire non modifiable. Non. Maintenant, l'homme qu'on obtient est celui qu'on désire et non celui qui arrive comme la résultante d'un immense bricolage chromosomique. Non, on est dans une humanité qui s'auto-réalise. Et c'est même ça le sens de la modernité. C'est-à-dire, depuis la décadence de la papauté à partir du XVIe siècle, hein, du pouvoir papal, non? À partir du XVIe siècle, toutes les formes de savoir sont enregistrées dans le sens de l'humanisme. C'est-à-dire, c'était le début de la déconnexion de la réalité humaine par rapport à toute forme de transcendance. S'il existe une transcendance, c'est l'homme lui-même qui est l'être transcendant. Donc nous passons d'une transcendance verticale vers une transcendance horizontale, où c'est dans l'intersubjectivité qu'il faut s'avouer comme être supérieur. Et c'est ça toute la philosophie de Nietzsche, qui consiste, quand il dit « deviens ce que tu es », c'est parce que l'ignorance nous a conduit à penser qu'au-dessus de nous, il y avait un Dieu de qui on recevait les instructions pour pouvoir vivre. Parce que selon lui, la volonté de puissance est consubstantielle en l'être humain. Oui, et il faut détrôner tout ce qu'on a mis au-dessus de nous pour nous y placer nous-mêmes. Voyez-vous? Bon, c'est pour dire que pour un être qui s'auto-définit et qui n'est pas prédisposé à subir une détermination naturelle, parce que la nature n'a pas de code qu'elle nous impose, alors cet être ne peut pas accepter de subir la nature. Quand vous voyez aujourd'hui, dernièrement, une émission dans une télévision européenne, on présentait la première femme bionique française. La première femme bionique, elle était victime des accidents. On a dû réparer les endroits qui ne pouvaient plus fonctionner à partir d'une mécanique, mais qui intègre tout son système nerveux dans sa motricité. Que ce soit les jambes biologiques ou les jambes augmentées, ajoutées, tous obéissent à la même instance qu'est le cerveau. Voyez-vous? On a réussi à faire une combinaison entre la machine et l'humain, et la nature biologique, entre la machine et le biologique. Et on a réussi à établir un seul principe qui détermine le fonctionnement de tous ces membres, de toutes ces entités, et c'est le même cerveau humain. Si on peut aujourd'hui trouver une continuité dans les différentes formes d'existence, c'est-à-dire qu'on arrive à comprendre que entre la grenouille, le chat, la souris et l'homme, il y a une sorte de continuité biologique, ça signifie que la nature humaine, même si on veut fonder une nature spécifique à l'homme, ça veut dire que la différence qu'on va pouvoir établir entre l'animal et l'homme ne sera pas vraiment de l'ordre de l'exceptionnel, mais de degrés. La différence n'est que de degrés, c'est-à-dire jusqu'à quel niveau l'homme peut vivre de la même façon que l'animal et à partir d'où il commence à se démarquer. On a vu dans les sciences biologiques que entre certaines catégories, le chimpanzé et l'homme, au niveau génétique, on était
le chimpanzé et l'homme sont égaux, au moins à 98% des gènes. Mais 2% qui les séparent, c'est tout un gap. Et on a que l'homme, lui, il est un être intelligent. Et le gorille reste un animal qui vit dans la jungle et il ne pense pas se soustraire à un moment donné. Bon, encore faut-il qu'il soit capable de penser. Or, l'homme peut vivre, penser sa vie et vivre sa pensée. Et à partir du moment où il est capable de penser sa vie et de vivre sa pensée, ça signifie que c'est un être auto... comment dit Bergson? Bergson dit l'homme est une improvisation créatrice. Est-ce qu'on peut vouloir donner une identité permanente à une improvisation créatrice? C'est difficile. Parce que ça veut dire que l'homme est capable d'anticiper sur les données de son environnement. Voilà. Il est capable de prévision. Est-ce que quand l'animal se nourrit, ou alors quand le pigeon meurt de faim, alors qu'il est placé sur un bassin contenant beaucoup de viande, c'est parce qu'il n'a pas cette liberté de passer de granivore à omnivore ou bien à carnivore. Quand le lion meurt de faim, alors qu'à côté de lui il y a un champ de maïs, cela ne peut pas arriver à l'homme. Voyez un peu. Voilà le lion, un carnassier patenté. Il ne se souvient, il ne peut pas lui venir en tête qu'il peut se contenter du maïs qui est à côté de lui. Or, l'homme, s'il n'y a pas ce qu'on mange, consomme régulièrement chez lui en termes d'aliments, il va se contenter de ce qui sera auprès de lui. Le pigeon ne va pas penser la même chose. Ne vous attendez pas à ce que, n'ayant pas nourri votre pigeon le matin en sortant de la maison, et vous vous dites que non, comme il y a quand même une assez de viande à découvrir, non, le pigeon va mourir de faim. Ouais, voilà donc la différence entre l'homme et l'animal. Mais si on veut trouver, l'homme n'agit qu'à... Les déterminants de la vie de l'homme sont essentiellement artificiels. Qu'est-ce qu'on entend par nature alors que l'homme arrive au monde nu, mais vit habillé? Ce sont des artifices. La chèvre ne se préoccupe pas de la veste. La chèvre ne va jamais se préoccuper de la cigarette. La chèvre ne fume pas la cigarette. La chèvre ne contemple pas la beauté du ciel. Le chien, même comme il vit avec vous, qui est un animal domestique, moi je ne pense pas qu'il se préoccupe de la dernière fois qu'on lui a donné le whisky à boire. Non, il s'en fout. En tout cas, il n'en sait rien. Il est ignorant même de son statut de chien, puisqu'on peut même le conditionner. On n'avait qu'à voir l'histoire sur le chien de Pavlov. Voilà, on peut même conditionner. Mais est-ce qu'on peut conditionner un être qui est réellement homme? C'est difficile, sauf s'il a un déficit au niveau de la production de son intelligence. Docteur dit, est-ce que la notion d'ordre, ordonner les choses, ordonner le cosmos, ordonner les rapports sociaux, n'est pas limitante à l'explosion de la nature humaine ou bien à sa volonté de puissance? C'est l'homme qui essaie de mettre de l'ordre. Sauf que là, c'est en association, dans l'intersubjectivité, oui, qu'il met l'ordre. Justement, oui. Il essaie de mettre de l'ordre suivant les conventions qu'il s'établit. Ce sont des conventions que l'homme s'établit et ces conventions sont modulables. Il peut les restructurer et les réorienter en fonction de ses besoins. Il n'est pas question de percevoir l'homme comme une donnée déterminée par une réalité qui ne dépend pas de lui-même. C'est vrai qu'on peut avoir cette croyance, mais ce n'est qu'une croyance. Dans la réalité, même cette croyance a été construite ou créée par l'homme lui-même. C'est l'homme qui s'invente les croyances et il les modifie à sa guise. Alors, ce qui est important, c'est que une fois nous sommes dans cet univers, nous nous battons pour trouver des raisons d'y rester. Et maintenant, tous les moyens semblent bons pour continuer à préserver l'humanité.
on préserve l'humanité, mais pas une identité particulière. Parce que vivre dans le monde nous exige de nous adapter en permanence. Au point où, si nous préservons une seule identité, nous ne pourrons pas vivre longtemps dans cet univers qui devient de plus en plus rude. Donc, on ne peut pas déterminer donc une nature humaine, ce qui fait qu'en ce moment, il ne pourrait plus s'adapter, il ne pourrait plus subvenir à ses besoins quand la situation ne va plus correspondre à l'identité qui lui a été insignée. Donc, c'est à lui-même de s'adapter en permanence, comme le professeur le disait maintenant. Il n'est pas comme un lion, il n'est pas le lion qui est fait pour être canassé, mais il va s'adapter suivant les besoins. Et voilà pourquoi Condorcet parle de la perfectibilité. L'homme est un être en perpétuelle perfection. Il s'adapte, il s'améliore, il s'auto-conditionne lorsque cela est nécessaire. Mais c'est lui qui fixe les limites pour l'instant, avant qu'il ne découvre que ces limites ne peuvent plus être favorables à sa survie. Alors il va les étendre, ou bien il va construire d'autres déterminations à sa vie sociale et même biologique. Et à cet effet, nous allons simplement dire que si on parle même de l'homme à l'état de nature, il est difficile aujourd'hui de trouver encore un humain à l'état de nature. Parce que même celui qui vivrait au fond de la forêt, je ne sais pas, amazonien ou bien les pygmées, comme on aime souvent le dire, ne sont plus à l'état de nature. Vous allez trouver que certains portent des vêtements, certains portent des chaussures. Et que même pour aller travailler au champ, ils ont déjà des coutelas et bien d'autres choses. Ils se sont adaptés. Si ce n'est pas quelque chose de scientifique et mécanique, ils vont eux-mêmes trouver d'autres objets autour d'eux qui vont façonner pour améliorer leur existence au quotidien. Alors, on pourra tout simplement se rendre compte que, en fait, l'homme est un être qui essaie de s'affirmer en fonction des circonstances de l'histoire. Et s'il s'affirme en fonction des circonstances de l'histoire, c'est son savoir qui l'oriente. Parce que quand il est face aux difficultés, il fait appel au savoir. Il fait appel à ce qu'il sait faire pour s'en sortir. Et cela est applicable à lui-même, c'est-à-dire à son être même. Parce qu'il faudrait se rappeler des gens comme les Francis Galton parlaient même déjà du choix. Il proposait un choix même des êtres parfaits dès la naissance. Donc, on peut déjà trouver les êtres les plus adéquats pour former la société qu'on pourrait traiter de meilleure, pour avoir peut-être le meilleur des mondes possible. Oui. C'est possible. Aujourd'hui, la science peut le faire. Mais souvent, parfois, des valeurs morales et tout cela, on essaie de le limiter. Mais c'est possible. Le professeur parlait, par exemple, de ceux qui ont la capacité aujourd'hui à articuler la technique au biologique. Voilà. Donc, la biomécatronique, il a pris un exemple, je peux prendre un autre exemple au Massachusetts. Le professeur Hugues Hug, qui, après avoir, il était alpiniste en même temps, après avoir perdu une jambe, il a mené des études pour articuler une nouvelle jambe qui pourrait lui permettre de marcher et d'agir sans que vous ne réalisez même qu'il a une jambe de moins. Donc, dans le laboratoire, oui, le laboratoire de Mix, de Lab Mix au Massachusetts, il a pu, et aujourd'hui, il adapte aussi à d'autres personnes qui en ont besoin. Donc, on peut aujourd'hui perdre une main et la remplacer, perdre un œil et le remplacer, et perdre la dent et la remplacer, perdre un cœur et le remplacer. Ce qui fait que l'homme, quel homme va donc définir, si on dit que non, l'homme, il a été créé, et lorsqu'il a un cœur qui est produit par une machine, est-ce qu'on va dire que ce n'est plus un humain? Ça reste un humain, ça reste l'homme. Donc c'est l'humanité qu'on doit préserver, non une identité singulière, particulière, qui a été définie à une époque donnée. Parce que ce que nous pouvons déterminer aujourd'hui de l'homme, est-ce que ce serait possible de parler du même homme dans 5 milliards d'années, lorsque peut-être la température de la Terre ne serait plus
supportable ou bien l'oxygène ne serait plus supportable, il va falloir modifier nos poumons. Il va falloir modifier le cœur pour qu'il puisse tenir. Il va falloir même modifier notre peau pour que nous puissions continuer à vivre. Qu'allons-nous dire? Devons-nous laisser que l'humanité soit exténuée, que l'humanité disparaisse, ou bien devons nous adapter? Parce que ce qui est sûr, ces situations arriveront. Et là, si on dit non, un humain, ça devait avoir 2 jambes. Et aujourd'hui, on se rend compte que pour marcher, peut-être la gravité à ce temps-là nous obligera d'avoir plus de 2 jambes. Et qu'est-ce qu'on dira? On dira non, 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 non. Puisqu'on ne peut plus avoir 2 jambes, on arrête de vivre, mourons tous et acceptons le suicide. Je crois que la raison va nous obliger de nous articuler aux besoins de ce temps. J'ai même envie de dire aux exigences de ce temps. Parce qu'en fait, l'homme ne fait que s'adapter aux exigences de l'univers dans lequel il vit. Encore qu'on ait des possibilités de mutation, des mutations cellulaires ou bien des mutations génétiques, il pourrait y arriver que, il pourrait y avoir une mutation qui accompagnerait ou bien qui aurait été causée par ces changements qui exigeraient que peut-être l'homme désormais ait 3 jambes. Ceci signifie que même nous ne sommes qu'un ensemble de potentialités. Et ces potentialités peuvent changer en fonction des exigences naturelles. Voyez-vous, si je suis convaincu que quand on regarde les chiens polaires et les chiens que nous avons ici, la différence est au niveau du pelage. Parce que là-bas, si le chien n'est pas assez velu, il va mourir de froid. Bon, et ici, nous avons des chiens comme ils sont, parce que nous sommes dans une zone tropicale. Bon, étant donné que nous sommes dans une zone tropicale, ça veut dire que l'homme devient le seul être capable d'accepter tous les changements possibles et de s'y adapter selon qu'il en a les moyens. C'est pour dire aussi qu'il n'y aura pas un moment où l'homme va cesser de réfléchir sur sa condition, parce qu'il n'y aura jamais une condition qui sera la plus plausiblement bien donnée pour que l'homme se satisfasse et s'en extasie. Il y aura toujours une volonté d'aller plus loin que le déjà là, parce que l'homme est par nature un décalage entre l'être qu'il est et l'être qu'il veut devenir. Et comme le devenir devient comme le devoir être, et que le devoir être définit ce qu'on veut entendre par être, l'être qui est une copule, un verbe d'état, l'homme s'en débarrasse pour être autre chose, dans une dynamique, pour devenir une dynamique qui se lit dans les données de l'histoire et la transformation même du sens de l'histoire. Parce qu'il n'y a pas d'histoire sans homme. Même si le monde avait existé sans les hommes, on ne parlerait pas d'histoire. Parce que c'est l'homme qui se soucie du temps. Parce qu'il est un être temporel, c'est vrai, mais les autres êtres vivants sont des êtres temporels, mais ne se soucient pas du temps. Vous voyez que, parce que l'homme a une mémoire. C'est vrai que les animaux peuvent avoir des mémoires, mais l'homme se soucie de son arbre généalogique, il se soucie de ses réalisations et il se soucie de ses projets. Et c'est pour cette raison que le temps et l'espace ne sont pas des données facultatives dans la conception de la condition d'existence. C'est pour cette raison que l'homme va étudier tout ce que vous voyez aujourd'hui, la cosmologie qui devient un objet très important de l'apprentissage de sa condition, parce qu'il faudrait tenir compte de la nature même du monde, de la réalité. Regardez un peu quand on dit souvent que Albert Einstein a passé les 30 dernières années de sa vie à chercher à unifier la mécanique quantique et la relativité générale. Pourquoi? C'est parce que Albert Einstein, en son temps, jugeait que tous les phénomènes de l'univers sont interconnectés. Comment se fait-il que pour apprendre ce même univers, les sciences évoluent, on arrive à un stade où il y a deux façons d'étudier l'univers. Quand on veut étudier les phénomènes macroscopiques à grande échelle, il faut la relativité générale. Quand on veut étudier l'infiniment petit, il faut la mécanique quantique. Quelle est la science qui va unir les deux pour que dans une étude, qu'on sache les deux à la fois? C'était ça le problème d'Albert Einstein. Il n'est pas parvenu à la solution finale. Jusqu'ici,
ça reste un problème qui prouve que nos insuffisances par rapport à notre niveau de maîtrise de la nature nous poussent à une créativité permanente, à une volonté de penser la croissance technologique comme l'issue, la voie la plus propice pour la réussite existentielle. Donc, il n'y a pas, quand on pense l'humain, alors aujourd'hui, il n'y a pas un moment où on observe la possibilité de repos parce qu'il a fini par tout trouver, il baigne dans le bonheur et peut s'asseoir et ne faire que consommer. Ça ne sera plus un être humain. L'être humain est celui qui s'impose des devoirs. Parce que c'est l'être téléologique, c'est l'être des désirs. L'homme désire toujours autre chose que ce qu'il a déjà. Et on a l'impression qu'aujourd'hui, étant donné qu'aucune étape ne satisfait son être, il est devenu un être qui désire même le désir. C'est-à-dire, la motivation à vivre consiste à toujours désirer. Mais est-ce qu'on peut désirer au point de s'extasier quand les désirs sont comblés? Non. Ça veut dire que l'être désire même le désir. Et cela est caractérisé et animé par un autre principe qu'on appelle la curiosité. La curiosité voudrait que l'homme ne se limite pas à ce qu'il est, à ce qu'il a, mais qu'il aille toujours plus loin. Et c'est pour cette raison qu'au niveau même de la compréhension du monde actuel, les débats, par exemple, sur l'écologie, vont buter à un autre principe. Quel est le caractère, quelle est la caractéristique fondamentale de celui à qui on demande d'arrêter de produire parce qu'il y a pollution, parce qu'il y a réchauffement climatique? Un être curieux par nature, qui veut savoir pourquoi il ne sait pas. Et quand même, quand il sait, constate que chaque fois qu'il sait, il y a agrandissement de champ d'ignorance. C'est-à-dire, regardez un peu en science. Chaque fois qu'on découvre, on constate qu'il y a une plus grande, que l'immensité de ce qu'on ne connaît pas s'est agrandie. Oui. Alors que c'est parce qu'on vient de trouver une chose. Mais chaque fois qu'on trouve, on réalise l'agrandissement de l'immensité de ce que nous ne savons pas encore. Bon, et on veut donner une nature permanente à un tel être. Non, on ne peut pas trouver l'homme là-bas. Moi, je pense que les philosophies existentialistes ont tout fait et bien fait de penser que l'homme devrait être ce qu'il se fait. Docteur dit, est-ce que le concept d'identité dans tout ça n'est pas le bon mauvais terme? Parler d'une identité, c'est comprendre que Claude Lallègue dit que nous ne devons plus expliquer le monde d'aujourd'hui à partir des valeurs divines ou dogmatiques. Donc, si nous parlons d'une identité aujourd'hui, on doit parler d'une identité qui est articulée au savoir scientifique dont nous disposons. Alors, c'est vrai qu'à partir de notre ADN, notre ARN, nous pouvons avoir une identité de chaque être. Là, je parle de chaque individu. Nous pouvons avoir une identité de chaque individu, une sorte d'écriture génétique qui nous permet de vous distinguer à moi. Alors, à ce niveau, oui. Sur le plan politique, puisque le politique veut bien gérer la vie sociale et savoir qui est qui, nous avons forcément une carte d'identité, une nationalité qui essaie de nous situer dans l'espace et dans le temps, qui nous permet de circuler et d'avoir droit aux civilités, aux réalités politiques. J'ajouterais qui nous fixe et qui nous fige aussi. Oui, bien sûr, oui, d'une certaine manière, mais pas totalement, puisque on est toujours en perpétuel mouvement, on les modifie, on les rétracte, on les dilate, suivant notre guise. Ça nous fige pendant un temps. Quand nous avons trouvé un consensus de vivre comme ça nous fige pendant un temps. Mais à un moment, le consensus ne nous rassure plus et on change les lois. Donc, même là, il ne faut pas voir cela comme quelque chose de totalement déterminé. Donc, je dis, on peut définir l'homme dans ce sens-là. On peut définir l'homme comme une identité mentale, parce qu'on va essayer d'étudier son comportement, sa manière de s'exprimer dans son environnement, et on va certainement l'identifier d'une certaine manière. On va dire que bon, celui-ci est certainement fou, il n'a plus tous ses sens, celui-ci est encore correct, celui-ci est apte à cesser, et il n'est pas apte à cela. On peut définir l'homme à partir de son incarnation
cérébrale, c'est-à-dire de la puissance de son intelligence et de la manière dont les aptitudes que ces dispositions neuronales lui fournissent. Donc, voilà autant d'identités. Mais vous voyez que c'est plusieurs identités. Là encore, nous revenons à la cas de phare. Quelle est l'identité qui serait supérieure à l'autre? Et si on dit que l'homme est un être politique, comme le disait Aristote, il va falloir oublier son aspect neuronal. Si on dit que l'homme est un être neuronal, comme le dit Jean-Pierre Changeux, il va falloir oublier le caractère psychologique, ainsi de suite. Donc, il faudrait comprendre l'homme de façon holistique. Et cette compréhension holistique nous imprègne de le suivre dans sa trajectoire historique. Et dans cette trajectoire, ça j'aime souvent le dire, l'homme, pour comprendre l'homme, parce qu'il y a des débats aujourd'hui, le transhumanisme, le post-humanisme, moi je dis, en fait, il est question tout simplement de l'homme dans sa trajectoire historique. C'est l'homme. Ce qu'on appelle l'homme naturel n'existe plus. Ce qu'on appelle l'homme actuel, je ne sais même pas si ça existe, parce que c'est aussi déjà en mouvement. Ce qu'on va appeler le transhumanisme, c'est l'homme qui est toujours... C'est toujours l'homme qui est en train d'être actualisé. Le post-humanisme est même encore une grande question, parce que je ne sais pas si on va sortir de l'homme. Vous voyez un peu. Ça sera toujours l'homme qui se déploie avec tout l'amadou de sa connaissance, de ses techniques, de son pouvoir et tout ce qu'il aura engagé dans le monde. Et en plus, et après le post-humanisme, qu'est-ce qu'on va dire? Le post-ultime humanisme. Donc, ça sera toujours l'homme. C'est l'homme qui est dans sa trajectoire historique. Et dans cette trajectoire historique, il essaie autant que possible de s'actualiser en utilisant les connaissances et même parfois les croyances, en utilisant les connaissances et les croyances qu'il a engrangées sur la compréhension de son environnement, de lui-même et de l'univers. Et en ce moment-là, nous allons tout simplement dire que l'homme est le maître de l'homme. On ne peut pas permettre à l'homme, on ne peut pas défendre ou bien interdire à l'homme de vivre cette liberté qui lui permet de s'actualiser en paix, en permanence. C'est ça même sa dignité d'homme. C'est ça sa particularité. C'est ce qui le distingue des autres êtres. Encore plus que même les autres êtres dans la nature. Vous voyez que vous pouvez avoir un chien sauvage et le rendre un animal domestique. Donc même les animaux là, on peut les amener à s'adapter et à s'améliorer. Sur le plan biologique, vous voyez qu'aujourd'hui, vous l'avez évoqué, vous pouvez consommer certains produits qui feront que, par exemple, les femmes enceintes, vous accouchez un enfant avec des malformations. Ça veut dire que vous avez déjà modifié les gènes de cet enfant, étant même dans le ventre. Ça veut dire qu'à ce niveau, on ne peut pas dire que l'homme est ceci, il n'est pas cela. Ce que nous savons, et ce qu'aujourd'hui, avec les connaissances dont nous disposons, ce que nous pouvons savoir, c'est que l'homme est capable de tout ce qui est à son pouvoir pour se définir dans le temps. Professeur Mouchili, est-ce qu'il n'y a pas un conflit entre la subjectivité et la communauté? Je veux mettre dans communauté la divinité, ce que le docteur a appelé tout à l'heure la dimension dogmatique. Je veux mettre même la loi dans le cadre de la citoyenneté. Parce qu'une fois qu'on fait une loi, on définit un cadre dans lequel. Sauf que la subjectivité explose plus vite que la loi. Quel type de société on fait? Une société où très rapidement les lois sont elles aussi provisoires sur des délais très courts. Comment est-ce que l'humanité réussit à se dépasser dans un tel contexte? Ce qu'il faut dire que ce qui doit être fait par l'ensemble est coercitif pour le sujet, pour un individu. Oui. Voilà. Parce que vous ne choisissez pas d'obéir aux lois. Vous êtes soumis à l'obéissance des lois. Oui, prof. Sauf que, j'insiste, pourquoi? Sauf que c'est la subjectivité qui est au laboratoire. Je crois que vous me comprenez. C'est la subjectivité qui est au laboratoire. C'est la subjectivité qui découvre. C'est la subjectivité qui
qui innove en réalité. Oui, Puisque mais il n'y a pas de subjectivité sans intersubjectivité. Oui. Ça veut dire que vous n'aurez une définition de vous-même qu'en fonction du regard que les gens ont sur vous. Et jamais comme dans un processus solipsiste, comme chez Descartes. Donc, on ne peut pas rentrer dans un système monadologique pour se penser soi-même comme être individuel, dont la subjectivité est déterminante. Non. Bon, je ne voudrais pas revenir à la phénoménologie de Husserl pour dire que toute conscience est conscience de quelque chose. C'est-à-dire, on se rend compte de soi par rapport à l'autre, jamais par rapport à soi-même. Puis on ne se compare pas à soi-même. Quand on se pose des questions par rapport à nous-mêmes, c'est pour nous demander si on a même raison d'être, si on a même, si notre rapport peut même être acceptable. Mais, et c'est pour cette raison que la relation entre moi et autrui suppose au moins deux choses, le conflit ou la concurrence. Voilà. Selon qu'on est dans la logique conflictuelle ou la logique concurrentielle, l'être se découvre par rapport à autrui. Et l'autre façon déterminante de création d'une subjectivité ou de construction d'une subjectivité, c'est mon rapport à l'environnement. Voyez-vous? Mon rapport à l'environnement, parce que je ne peux pas vivre dans le désert et avoir pour premier rêve être champion du monde de la natation. Non. Il faut bien que je voie les gens nager, que je vois qu'il y a des compétitions de natation pour me penser comme un futur champion du monde de la natation. Mais celui qui vit dans le désert ne peut pas avoir le réflexe de penser au coup d'eau. Dans ses rêves, mais il ne pense pas. Mais comment alors faire pour que sa subjectivité soit un mobile qui propulse la nature de l'être de chacun? Bon, la nature, on revient un peu à la nature. Bon, c'est pour dire que l'homme n'a pas de nature. Il est ce qu'il se fait. Et il s'épanouit dans la réalisation de ses projets. Parce que ces projets sont la réalisation d'un devoir. Penser, c'est un devoir. Se projeter dans la nature, dans l'histoire, c'est un devoir. S'auto-nier en permanence, c'est ça la nature de l'être de l'homme. C'est-à-dire un processus de négation de soi. J'entends par négation de soi le fait que vous ne soyez jamais satisfait de votre état d'être, de votre niveau de connaissance. Qu'est-ce que vous jette dans les livres? C'est parce que vous remarquez que peut-être des gens peuvent vous croire que vous êtes intelligent déjà, mais vous-même vous vous remettez en question. Quand celui-ci parle de telle chose et pense que je suis un intellectuel capable de répondre à cela, est-ce que moi-même je suis sûr d'avoir déjà maîtrisé? Est-ce que quand même j'ai maîtrisé, n'y a-t-il pas d'autres choses à maîtriser pour renforcer mon niveau de maîtrise? L'homme se questionne. Et le questionnement permanent consiste à une remise en question permanente de sa nature d'être au profit d'une dynamique qui se consolide, qui s'augmente en intelligence, qui se construit culturellement. Et la culture, l'intelligence, tout ça doit être associé à un seul être pour qu'il soit capable de faire vibrer son temps selon que ce temps-là l'exige. Voyez, nous vivons quel monde aujourd'hui? Un monde bruyant, violent. Pourquoi? Parce que l'effort que la science a fourni pour que nous soyons des êtres civilisés s'est fait dans une dynamique de brutalité, de matraquage du réel. La science ne touche pas l'objet dans le sens du poil. La science traque le réel, fouille, bouscule la nature pour qu'enfin qu'on obtienne ce qu'on veut de cette nature. C'est pour cette raison que nous parlons aujourd'hui des réchauffements climatiques. Si la science se contentait de comprendre l'objet tel qu'il est donné à nos sens, de le percevoir, mais on ne serait pas en train d'avancer. Mais pour comprendre la nature environnementale, la science traque brutalement et violemment les données de la nature. C'est pour cette raison qu'il y a transformation permanente. Parce que la science est devenue expérimentale, elle est devenue un pouvoir, et quand on est doté de ce pouvoir, on a bien l'obligation
et la capacité de faire en sorte que notre nature ne soit plus jamais comme elle a été auparavant. Et aujourd'hui, on peut me reconstruire cette nature autrement. On a supposé que c'est vrai, il y a réchauffement climatique, c'est vrai, il y a des organisations à l'échelle du monde qui pensent qu'il faut ne pas continuer à détruire l'atmosphère. Mais l'intelligence de l'homme a proposé le renouvellement technologique. Parce que si on entre dans une sorte d'éco-intégrisme, ça sera une nouvelle tendance dogmatique qui va hériter peut-être au dogmatisme du Moyen-Âge qui était le christianisme. Pourquoi parce qu'on a l'impression que l'homme a toujours tendance à être déterminé par le principe de causalité aristotélicien. Or, on pourrait penser au reboisement des endroits asséchés aujourd'hui. On pourrait manipuler génétiquement à partir de ce qu'on appelle la transgénèse ou le transgénisme. Oui, les plantes transgéniques et avoir des nouvelles plantes qui résistent à toutes les formes de température afin que, même si c'est artificiellement, qu'on maintienne une diversité de l'environnement sans avoir nécessairement à croiser les bras parce qu'on a fermé l'Amazonie, la forêt de l'Amazonie, on a fait de la forêt du bassin de Congo le patrimoine commun de l'humanité. Si l'humanité doit vivre, il faut que la nature ne soit pas totalement détruite. Est-ce que les OGM ne répondent pas aux mêmes exigences que la nature qu'on veut préserver? Auquel cas, faut-il céder à cette volonté éco-intégriste et maintenir les populations des pays sous-développés dans leur sous-développement parce qu'en se développant à leur tour, ils pourraient devenir aussi une autre menace pour l'environnement. Or, ça serait demander à l'être humain de désormais stagner. La stagnation ne caractérise même pas nos gènes. Nos gènes sont des forces qui constamment sont dans une dynamique. Donc, il n'y a rien à l'homme qui puisse faire qu'on ne soit pas des êtres dynamiques. Quand vous voyez, ça signifie que les paresseux dans notre société aujourd'hui peuvent être à un certain niveau considérés comme des déchets humains. Si on se réfère à une philosophie comme celle de Nietzsche, les malades, les paresseux n'ont pas de place dans une société comme la nôtre. Parce que la volonté de puissance fait en sorte que tu humanises la divinité ou alors que tu divinises l'humanité de façon à ce qu'on ne puisse plus penser autre chose que soi-même dans la réalisation, dans le processus de réalisation des valeurs. Oui, oui. Donc à ce niveau, il faut essayer. Il ne faut même pas voir l'homme comme une nature. Parce que on a les philosophies de l'Antiquité ont utilisé les verbes d'état pour décrire l'entité humaine. Pour décrire, on a même pensé une ontologie, l'étude de l'être en tant qu'être. Mais ce n'est pas possible. Parce que être en tant qu'être signifie qu'un objet peut se livrer à vous tel qu'il existe en soi. Or, le regard de la subjectivité ne permet pas qu'une chose en tant qu'elle est s'impose à nous telle qu'elle est initialement, sans notre regard. Voyez-vous? Donc, il y aura toujours que tout part de l'homme pour arriver à l'homme. Et l'homme devient le seul seigneur de la création parce qu'il donne sens à toute chose. Et comme il est le seul seigneur de la création, on voit donc que personne a eu cette intelligence de le définir comme une improvisation créatrice. Donc, il n'y a pas une ontologie qui pourrait nous révéler l'être de l'homme en tant qu'un être exceptionnel. L'homme se révélera à travers sa façon de construire et de réaliser l'histoire. Voyez-vous? Donc, c'est pour ça que dans la philosophie actuelle, on parle de moins en moins d'ontologie et on parle de plus en plus d'ontogénèse. Parce que l'homme se fait. L'homme n'est pas fait. Si l'homme était fait, le principe ontologique, à la manière de Platon ou d'Aristote, ferait encore recette aujourd'hui. Mais on a réalisé que quand vous lisez même le Cosmos d'un Michel Onfray, c'est un livre qu'il a écrit récemment,
Michel Onfray dit, l'ontologie est l'étude de l'être en l'absence de l'être. Parce qu'il n'y a pas un être qui soit tel que l'idée que nous avons de lui soit ce qui le définit, même si on n'est pas là. Il y aura toujours un être qui est perçu par une subjectivité et la signification de cet être sera fonction de la forme que le sujet va donner à cet être. Par conséquent, l'ontologie, dans son sens premier, n'est pas acceptable comme un moyen de connaissance. Donc, c'était un moyen de connaissance peut-être à l'époque de Platon, où on pensait pouvoir comprendre la nature de chaque chose seulement en le voyant se manifester de l'extérieur. Or, aujourd'hui, les sciences ont évolué, on constate qu'il y a d'autres façons d'appréhender l'être qui ne peuvent plus relever de la logique de l'ontologie à la manière d'Aristote. Docteur Ndi, quand j'écoute le professeur Mouchili, j'ai envie de, et c'est la question que je vous pose, est-ce que le devoir de la science n'est finalement pas de briser les interdits? Avant d'arriver là, je vais revenir sur votre précédente question, sur la capacité de l'homme de transcender ou bien de se soumettre aux lois. Je disais que Emmanuel Kant essaie d'apporter des réponses à cette question de manière précise. Il dit que c'est même le caractère naturel de l'homme, de l'insociable sociabilité. C'est-à-dire, aussitôt on a fixé des termes, l'homme veut les contourner. Ce n'est que naturel, c'est même instinctif. Donc, il veut des termes, des lois, des normes, mais aussitôt il les établit, il commence à penser le contraire, ou bien comment les dépasser. Comment les contourner. Alors, maintenant, par rapport à la science, dépasser les interdits, de qui? Qui fixe les interdits? Le cadre social. Voilà. Le cadre social est articulé parfois avec nos peurs. Oui. Alors que la science ne fonctionne pas avec la peur. La science, c'est un questionnement justement sur la peur. Pourquoi avons-nous peur? De quoi avons-nous peur? Donc, la science veut apporter des réponses. Ce n'est pas pour éliminer totalement la peur, mais c'est pour essayer de résoudre, apporter des satisfactions à l'inquiétude, ou bien au questionnement actuel, et poser d'autres questions qui permettront à l'homme de s'épanouir et de s'aventurer davantage. Donc, il faut comprendre l'homme dans cet infini progrès. Ça veut dire qu'il est jeté dans le monde dans une perspective indéfinie, sans fin. Et que dans cette histoire-là, il a trouvé un instrument qui peut lui permettre de naviguer et de se donner une direction. Le professeur parlait au départ de l'ambition d'Albert Einstein d'unifier la connaissance, d'avoir une loi universelle. Mais je pense que juste aujourd'hui, une telle ambition poserait problème. Sauf Albert Einstein, à l'époque, voyait encore l'univers dans le système qu'on appelle souvent en physique l'univers ballon. Et c'est que dans un tel système, donc, on pourrait forcément avoir une loi qui fait que les choses soient. Parce que nous sommes dans, si on est dans un système, qui dit système veut dire qu'il y a forcément une loi qui fait que les choses soient. Donc peut-être justement parce que tout le temps nous cherchons des permanences. Effectivement, vous venez de le dire, il voulait une permanence. Il fallait qu'on explique, qu'on puisse comprendre les choses sans avoir une diversité qui rendait tout totalement relatif. Et si tout est relatif, ça peut laisser croire que la science n'est pas. Or, c'est même dans cette relativité-là qu'on doit trouver la science. En ceci que on ne peut pas circonscrire l'univers pour avoir une loi. Si on a une loi, on a déjà toute la connaissance. On aura atteint la science. Et si on atteint l'âge absolu de la science, on s'arrêterait. On s'arrêterait. Et je crois que ça c'est la véritable fin du monde et de l'histoire. Et comme on ne peut pas aboutir à cela, et que les interactions que nous voyons qui perturbent l'ordre, que ce soit logique, rationnel et même physique que nous voyons, sont intrinsèques aux objets que nous étudions. C'est intrinsèque aux objets. Et lui, il cherche une loi globale, alors que le désordre est intrinsèque
à l'objet. Quand vous prenez une particule, cette particule ne peut jamais être stable. Professeur, vous savez, cette particule ne pourra jamais être stable. Peu importe. J'ai l'impression que vous ne m'avez pas bien suivi. C'était pour dire ceci. Il se trouve que les physiciens, ceux qui ont parlé aujourd'hui de la théorie des supercordes, ils se disent que de toutes les façons, il n'existe pas dans l'univers d'événements absolument isolés. Eh oui. Et s'il n'existe pas d'événements absolument isolés, ça veut dire que le fonctionnement de l'univers est interactif. C'est-à-dire il y a interconnexion à l'intérieur de l'univers avec tous les événements qui ont lieu dans son fonctionnement. Par conséquent, il est inadmissible que la science, pour comprendre cet univers, établisse deux théories. Une théorie des univers massifs et une théorie de l'infiniment grand et une théorie de l'infiniment petit. C'est un peu comme si on étudiait l'univers par morceaux. On veut désormais avoir une manière d'étudier l'univers de façon à intégrer tous les aspects. Là, on n'aura plus des gens qui militent pour Aristote et d'autres qui militent pour le contexte actuel. C'est ça que je disais. Mais ça signifie que cela ne peut pas arrêter le travail du chercheur qui veut à tout prix comprendre pourquoi tout est lié dans l'univers, mais on n'a pas trouvé un mécanisme scientifique, un seul, permettant de justifier l'interconnexion de tous les événements de l'univers. Ouais, un peu. C'est que tous les événements de l'univers sont peut-être liés. Mais les sciences qui permettent d'étudier cet univers sont divisées. Il y a d'un côté la théorie de l'infiniment petit et de l'autre la théorie de l'infiniment grand. Qu'est-ce qui ferait en sorte qu'on ait une formule qui rassemble les deux théories de façon à ce qu'au sortir de cela, qu'on ait au moins la justification de l'interconnexion de l'univers à son échelle la plus grande? Peut-être la réponse serait à trouver dans l'énergie noire et tout ce qui... C'est pour cette raison que les énergies noires sont des zones d'ombre et il faut fouiller. Voilà. Il faut aller jusqu'à ce niveau. Il faut... Et quand c'est noir, ça veut dire que ce n'est pas éclairé. Et quand ce n'est pas éclairé, ça veut dire qu'il est encore très impossible de comprendre cette chose-là. Parce que déjà, à l'échelle macroscopique, arriver à montrer que la lumière est un ensemble de photons qui ne sont pas... Donc la lumière n'est pas continue. On nous recevons la lumière comme continue. Mais à l'échelle microscopique, c'est des particules. Mais ces particules n'atterrissent pas sur notre tête comme la pluie. Parce que quelqu'un pourrait vous demander, mais si la lumière n'est pas continue, pourquoi ça n'arrive pas sur ma tête comme des morceaux de gouttes d'eau lorsqu'il pleut? Comme lorsqu'il pleut. Peut-être aussi c'est l'outil dont je m'en sers pour regarder. C'est l'œil. Avec un œil, on voit une lumière continue. Oui. Avec l'œil. Oui. Mais il y a des appareils qui permettent de savoir que ce sont des photons. Oui. Donc, qui sont des entités à la fois corpusculaires et ondulatoires. Ce qui fait que on ne va jamais percevoir sur notre corps l'atterrissage de la lumière. Pourtant, dans le principe, quand on décrit ça à partir de la science de l'infiniment petit, on s'attendrait à ce que ça tombe sur nous comme des... Oui. Donc, je disais tantôt que il faudrait qu'on laisse, qu'on admette, qu'on accepte et qu'on le reconnaisse. Bon, ce n'est peut-être pas aussi dogmatique que ça, mais je le dis avec fermeté. Il faudrait qu'on comprenne que l'homme aujourd'hui ne peut plus être identifié de façon fiable. Mais on peut l'identifier suivant ses différentes manifestations. Et que ces manifestations ne sont pas prêtes à s'arrêter ou à s'interrompre. Et qu'on ne peut pas non plus déterminer de façon précise l'orientation de ces manifestations-là. Ce qu'on peut faire, c'est de suivre l'évolution de l'humain dans le temps et de découvrir ce que nous deviendrons, ce que nous allons devenir. Et je pense que ce que nous deviendrons,
sera déterminé par notre environnement. Le professeur le disait tout à l'heure, sera déterminé par notre environnement. Parce que c'est à ce moment que nous comprenons mieux que, en fait, si nous pensons résoudre des problèmes, c'est parce que ces problèmes sont face à nous. Et que le problème étant face à nous, nous oblige déjà à avoir une action ou une réaction. Donc, avant de comprendre la puissance de notre réaction, nous devons d'abord reconnaître que le problème est là. Il est face à nous. Donc, les problèmes auxquels l'on fera face dans l'avenir vont déterminer le sens de son histoire et sa nature. Professeur Mouchili, j'ai envie qu'on termine par là. La cabine nous fait signe qu'il n'y a plus beaucoup de temps. Est-ce qu'on peut, comme ça, inventorier pour nos téléspectateurs les facteurs limitants qui donnent à ceux qui nous regardent de penser que l'homme a une nature et qu'il doit respecter en s'inclinant, et finalement qu'on se retrouve dans ce type de société où nous sommes, où le permanent est plus enraciné que le modifié. Oui, il y a des éléments qui permettent de penser que l'homme aurait une nature. L'homme est un animal qui rit, nous dit Montaigne, ça veut dire qu'il est capable d'émotion. Bon, l'homme est un animal capable de vivre, d'exprimer la douleur, la souffrance, voyez-vous. Mais on ne peut pas penser l'homme à partir des manifestations instinctives ou biologiques. L'homme est un être historique et aucun principe naturel ne permet de définir, ne permet de penser l'historicité a priori de l'homme. Non. C'est la rencontre ou bien le rapport de l'homme à la nature est tel que celui-ci refuse de s'adapter à l'hostilité permanente de la nature, mais va plutôt chercher à la comprendre afin de la soumettre à ses exigences et de créer une civilisation qui lui permettrait de mener une vie désormais épanouie. Mais cet épanouissement ne peut pas être un quelconque point d'aboutissement de l'esprit d'historicité qui caractérise cet être. C'est un être dont l'histoire est continue et pas nécessairement linéairement, parce qu'il peut y avoir des moments de rupture qui feraient changer le cours de l'histoire. Mais il faut savoir que, moi je pense toujours que cette formule philosophique, improvisation créatrice, l'être qui se fait, décalage entre l'être et le devoir être, ce sont là des éléments qui permettraient de définir l'homme et non chercher à l'enfermer dans un carcan définitionnel qui pourrait ne pas le contenir parce qu'il est toujours autre chose que ce qu'on pense de lui. Voyez, le débat déjà pendant l'Antiquité grecque entre Parménide et Héraclite et Platon qui vient tenter de résoudre le problème. Parménide pense la permanence absolue, Héraclite pense comment il appelle l'écoulement continu et infini. Bon, comment allons-nous penser un être un être de l'homme en voulant le définir comme s'il s'agissait d'un lion ou d'un chien? Ce qui est sûr, l'homme, c'est une projection historique. Et il est acteur et auteur de son histoire. Donc, on ne peut pas penser l'homme en dehors de cette projection historique. D'autant dit, il n'y a pas beaucoup de remises en question chez nous. C'est-à-dire qu'on se contente des vérités qui nous ont été données, de notre éducation. Le doute méthodique n'est pas notre affaire. Oui, il faudrait reconnaître que quand même, au-delà de ce que nous avons dit, quand nous sommes dans la société, on vit avec la matrice culturelle qui s'impose à nous. Nous avons des parents. Vous n'allez pas vous réveiller, au regard de ce que nous disons, on se réveille le matin, on voit que nos parents ne sont plus les mêmes parents. Non, ce n'est pas à cette dimension-là. Il y a cette matrice quand même culturelle qui est là. Il y a même la nature elle-même, elle s'impose, elle est là. Nous parlé ici, le neutrino nous fait percevoir la nature avec une certaine permanence, même si c'est illusoire.
Donc, on sort le matin, vous venez ici à votre bureau, vous retrouvez votre bureau, non? Vous savez que voilà où je travaille, où je vis, vous retrouvez votre domicile. Quand il y a cette permanence-là, vous connaissez votre identité, vous savez que je m'appelle tel. Il y a cette permanence-là, vous savez que vous êtes un homme. C'est une routine. Oui, c'est une routine. Vous avez des enfants, vous reconnaissez votre femme. Bon, même si elle a perdu beaucoup de cellules dans la journée, vous la retrouvez le soir. Donc, vous savez que c'est elle. Donc, nous ne nions pas. Hein, c'est tout cela. Mais nous sommes en train de parler de ce qui n'est pas perceptible directement à l'œil. Mais encore que, si vous faites un peu attention, vous allez le voir. Vous venez ici le matin, vous êtes content. Dans l'après-midi, même vos collègues réalisent que vous avez changé d'attitude, d'humeur. Alors, parfois, les gens vous disent, mais pourquoi tu es triste? On dit, non, je ne suis pas triste. Mais tu as l'air triste. Donc, il y a des changements. Vous pouvez arriver ici, vous savez, lors de la dernière émission, en sortant, ça va arriver à la maison, tu es malade. Je n'avais pas compris. Ouais, donc, il y a ces changements que nous percevons. Vous pouvez sortir maintenant, il y a du soleil et il pleut, vous allez rentrer étant mouillé. Vous n'êtes pas la même personne. Donc, en fait, peut-être que nous ne faisons pas beaucoup attention aux changements. Et que l'illusion de la permanence nous rassure donc. Et ça devient notre référentiel idéal. Mais ça ne veut pas dire que ce n'est que cela. Regarde, essayons de voir juste à côté ou bien au-delà, nous voyons que ce qui est dans le changement est beaucoup plus intense que ce qui semble être permanent. Chers téléspectateurs, c'est sur ces mots que nous allons arrêter cette émission sur la nature humaine. Il y a beaucoup de choses à dire. Il y a énormément beaucoup de choses à dire. Je rappelle comme ça que dans ce livre que nous avons présenté au début, La nature humaine, le docteur Pierre Ledoundi a publié un article à l'intérieur intitulé « Innovation technoscientifique, une réflexion sur la compétence et la concurrence ». Et nous savons tous les défis de concurrence que le monde nous exige aujourd'hui. Le professeur Mouchili dit souvent, ceux qui ne veulent pas s'adapter, ceux qui sont paresseux, n'ont qu'à libérer le plancher. En tout cas, c'est ce que le monde nous impose désormais. Nous avons à nous battre pour exister. Nous avons à nous battre, non plus seulement pour survivre, mais pour vivre, pour exister. Merci infiniment d'avoir regardé de bout en bout cette émission. Merci, professeur Mouchili. Merci de nous avoir invités. Merci, docteur Ndi. Merci pour cette invitation. À très bientôt sur Africa TV. N'oubliez pas de vous abonner.